monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je vous retrouve pour le premier point lecture de 2021. Je vais vous parler des premiers livres que j'ai lus cette année. Il y a des bonnes lectures, une lecture un peu décevante, un abandon et un énorme coup de cœur, donc j'ai hâte de vous en parler. Je vais quand même vous parler de mon abandon dans cette vidéo parce que je me dis que j'ai quand même des choses à en dire, mais j'en parlerai assez brièvement vu que j'ai pas lu le livre jusqu'au bout. Tout d'abord, je vous donnerai mon avis sur Les yeux rouges de Myriam Leroy, puis je vous parlerai très brièvement de Meurtre pour rédemption de Karin Gibel. Ensuite, j'enchaînerai avec Une certaine idée du paradis d'Elisabeth Segar. Je continuerai avec le recueil de nouvelles Très à table et je terminerai cette vidéo avec Le paradis blanc de Christine Hanna. Je vais commencer cette vidéo avec ma première lecture de l'année qui a été Les yeux rouges de Myriam Leroy, un roman très court au style percutant. Dans cette histoire, Myriam Leroy va se baser sur un phénomène qu'elle a vécu elle-même qui est le cyberharcèlement. Elle met en scène une chroniqueuse radio qui un jour va recevoir un message d'un certain Denis. Un message qui de prime abord paraît assez gentil, assez cordial, assez innocent. Et petit à petit, Denis va montrer son vrai visage et ça va tourner à du harcèlement en ligne, du harcèlement pur et dur, et ça va faire vivre à cette jeune femme un enfer au quotidien. Première chose que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est le style d'écriture, parce que c'est un style d'écriture à la première personne, et pourtant on ne sait jamais ce que ressent la protagoniste principale, parce que elle va toujours expliquer les messages qu'elle reçoit, les échanges qu'elle a avec ses proches, avec son copain, mais on ne sait jamais ce qu'elle pense. Donc je vous donne un exemple, c'est le tout début du livre. Elle dit « Il s'appelait Denis, il était enchanté. Nous ne nous connaissions pas, enfin, de toute évidence, je ne le connaissais pas, mais lui savait fort bien qui j'étais. Il m'écoutait à la radio, il appréciait beaucoup mon travail, etc. etc. » Donc, c'est juste pour vous donner un exemple du style. C'est un style à la première personne super particulier, et donc, notre héroïne ne prend jamais la parole, sauf à un court moment sur la fin, parce qu'il y a un changement de style. Et j'ai trouvé cette approche extrêmement originale, et ça m'a beaucoup plu, parce qu'elle n'est pas, du coup, dans la défense de son point de vue. Elle essaye de relater les faits de manière extrêmement méthodique. J'ai trouvé ça très bien maîtrisé parce qu'honnêtement, ça doit pas être facile d'écrire de la sorte. Et ça m'a beaucoup plu. Parfois, c'est un peu redondant, je peux pas le nier. Parfois, l'histoire, elle est un peu redondante parce que c'est souvent cet échange de messages et il y a des moments où j'ai trouvé ça un petit peu long. Pourtant, le roman n'est pas long. Mais après, pour les messages que ce livre délivre, je trouve qu'il est essentiel parce que on dénonce énormément de travers de notre société actuelle. On dénonce évidemment le cyberharcèlement, mais ça va plus loin que ça parce qu'on va dénoncer aussi beaucoup de sexisme de sa part et une certaine masculinité toxique. Et on dénonce plein de travers de ce personnage parce que c'est un personnage assez réactionnaire, on va dire, qui s'oppose tout le temps aux idées de notre chroniqueuse qui, on le comprend, est plutôt de gauche. Et du coup, avec ce personnage, on en arrive à aborder plein de thématiques dans un roman très court. J'ai trouvé ça vraiment plutôt intéressant, plutôt bien fait. Et ce que je vais retenir au terme, c'est ce style d'écriture qui fait mouche. Et j'avais déjà ressenti ça avec le premier roman de Myriam Leroy qui s'appelait Ariane. J'avais déjà adoré sa manière d'écrire, donc c'est une autrice belge que je vais continuer à suivre. Après ça, j'ai tenté de lire en lecture commune avec ma sœur Meurtre pour rédemption de Karin Gibel. Vous l'aurez compris, c'est le roman de cette vidéo que j'ai abandonné. C'est une énorme brique qui pèse d'ailleurs très lourd. En grand format, comme l'édition que j'ai, il fait 765 pages. En poche, je pense qu'il en fait presque 1000. J'ai abandonné ce livre vers la page entre 250 et 300. Donc j'ai quand même essayé pendant longtemps, mais ça l'a pas fait. Alors vous allez entendre ici deux sons de cloche parce que pour moi ça ne l'a pas fait, mais pour ma petite sœur ça a été une très bonne lecture. Donc il y a vraiment les deux points de vue. Ce que je reproche au livre, ma sœur le reproche aussi, mais ça l'a pas freiné comme ça a été le cas pour moi. Moi, il s'est vraiment passé des choses qui ont fait que j'ai pas pu aller au-delà de la page, je crois, 270. En gros, l'histoire, c'est l'histoire de Marianne, qui est une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui est condamnée à la prison à perpétuité parce qu'elle a tué un policier, blessé une autre policière. Et donc elle est condamnée à la prison. On suit son quotidien dans cette prison et en fait, déjà, c'est super redondant parce que c'est tout le temps le quotidien dans cette prison, mais alors, c'est un quotidien fait d'ultra-violence. J'ai aucun souci avec la violence dans les œuvres, que ce soit littéraires ou cinématographiques. Un de mes films préférés, c'est Orange Mécanique, qui dénonce clairement ça. Mais dans Orange Mécanique, il y a un fond. On aborde l'ultra-violence, mais pour dénoncer quelque chose, ou en tout cas pour dire quelque chose. Ici, c'est pas du tout le cas pour moi, c'est juste de la violence pour de la violence. Dans chaque chapitre,
quelqu'un se fait tabasser. Et je vous jure qu'au bout d'un moment, moi je lisais ça, mais ça me faisait ni chaud ni froid. Les premières scènes, on se dit, ah ouais, quand même, c'est trash. J'ai aucun souci avec le trash, mais pas servi gratuitement. Ici, c'était vraiment de la violence gratuite. Tout le monde se fait frapper à toutes les pages. Ça m'a vraiment saoulée. Je vous jure, je le lisais, je ressentais rien. On disait, il se fait tabasser, et il subit ça, et ça, et ça. Je m'en foutais. Et le problème principal que j'ai eu, c'est un reproche que j'avais déjà entendu chez cette autrice, mais j'en avais jamais entendu parler pour ce livre-ci, qui est quand même extrêmement bien noté sur internet, et j'ai l'impression que personne ne relève ce souci, mais moi ça m'a bloqué, mais bloqué complètement. C'est qu'une relation toxique est présentée de manière totalement anodine. Elle est jamais dénoncée, en tout cas dans les pages que j'ai lues, elle est jamais dénoncée. Et limite, c'est présenté comme mignon. Je vais spoiler 2 secondes, je sais même pas si c'est un spoil parce que ça se passe au tout début du livre. Donc si ça ne vous intéresse pas, je vous noterai à quelle minute vous pouvez aller pour passer mon spoil. En gros, Marianne est en prison. Marianne est une jeune fille accro à la drogue. Et pour avoir sa drogue, elle couche avec le patron des gardiens, je sais plus exactement. Enfin, en tout cas, c'est un des gardiens, je pense que c'est le chef des gardiens. Et donc c'est clairement de la prostitution, parce qu'il y a rapport sexuel contre récompense, c'est de la drogue, c'est des cigarettes, c'est plein de choses. Et petit à petit, alors que cet homme est absolument immonde et qui profite des jeunes filles emprisonnées, il profite de leur faiblesse quand même pour soutirer des rapports sexuels, ce qui est absolument dégueulasse. Mais petit à petit, Marianne et lui tombent amoureux. Ça a été mais le coup de grâce pour moi. Et quand j'ai commencé à lire ça, je me suis dit c'est une blague. C'est une blague. Et finalement, je me suis dit ça c'est trop pour moi. Et cette histoire d'amour me faisait gerber. À chaque fois qu'on voulait nous présenter un truc comme mignon, mais ça me faisait gerber. Ce mec qui l'a violé, qui l'a frappé, qui l'a utilisé pour avoir des rapports sexuels, après ça devient plus ou moins son amoureux, c'est trop chou. Oh non, ça c'est pas possible pour moi. Donc voilà pourquoi j'ai abandonné Meurtre pour Rédemption, et je n'en parlerai pas plus, mais au final j'en ai quand même beaucoup parlé parce que j'avais des choses à dire. En tout cas, ma sœur qui a été jusqu'au bout m'a raconté la fin et je regrette pas d'avoir abandonné. Je ne lirai plus jamais cette autrice, ça ne m'intéresse pas et c'est pas fait pour moi. Je respecte totalement les gens qui aiment, encore une fois, n'oubliez pas, un avis c'est tellement personnel, on est tous sensibles à des choses différentes. Moi j'ai été sensible au point que j'ai relevé, mais si vous ça vous a pas dérangé, ben tant mieux, génial, et tant mieux si vous aimez cette autrice, mais je pense quand même que il y a certaines choses, que ce soit redondant, que ce soit ultra violent et que ça me plaise pas, voilà, ça c'est chacun ses goûts. Mais les relations toxiques qui sont présentées, j'ai entendu que c'était souvent le cas dans ces histoires et qui sont pas du tout dénoncées. Moi ça me dérange et je peux pas passer au-dessus de ça, c'est impossible pour moi. Ensuite, après avoir abandonné Meurtre pour Rédemption, je me suis dit allez, je vais me diriger vers un truc un peu plus léger. Et donc j'ai sorti un Cozy Mystery que j'avais reçu de la part de Calman Levy il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de septembre et j'avais toujours pas lu. C'est Une certaine idée du paradis d'Elisabeth Segar. Ça a bien fait le job parce que donc on est dans du Cozy Mystery, c'est-à-dire une enquête policière mais dans une ambiance cosy, une ambiance assez douce, dans un petit village, c'est pas du tout sanglant, il n'y a pas d'hémoglobine, il n'y a pas de grande violence. Je me suis dit ça va faire bien le contraste et effectivement ça a été le cas. On est ici dans une petite ville de Touraine qui s'appelle Mouy-sur-Loire. Et c'est une ville qui compte 1500 habitants, donc c'est une petite bourgade. Il y a une femme qui s'appelle Nathalie, qui vient de la ville, qui vient s'installer dans ce petit village où tout le monde habite depuis toujours. Les habitudes sont bien rodées et on ne doit pas changer les habitudes. Et elle arrive et elle achète une vieille maison qui est en vente depuis des années et qu'elle veut rénover pour faire des chambres d'hôtes. Mais très vite, elle va se mettre tout le petit village à dos parce que tout le monde la déteste et tout le monde se moque d'elle, tout le monde la critique. Jusqu'au jour où elle meurt. Elle est assassinée et forcément on ne sait pas qui a fait le coup. Et il y a une petite vieille dans la ville qui s'appelle Violette, qui a plus de 80 ans, qui va décider d'enquêter parce que la police est complètement larguée et ne sait pas qui a fait le coup. Et donc elle va mener un peu son enquête pour comprendre qui aurait pu tuer Nathalie. Le principe est chouette, moi j'aime bien ce genre de petite histoire, je trouve toujours que c'est sympa. C'était sympa. En plus j'ai bien aimé la plume d'Elisabeth Segar parce qu'elle a une plume subtil et drôle. Et pour que je trouve que ce soit drôle, il faut le faire parce que je suis très difficile en humour en littérature. Autant dans la vie quotidienne, je suis pas super difficile en humour, autant dans les livres, souvent chez moi ça fait un flop. Ici, l'humour, il était bien maîtrisé, il y avait une plume assez incisive et assez impertinente. Ce que j'ai bien aimé, c'est que parfois il y a un mécanisme de note en bas de page où l'autrice va venir rajouter
un petit truc assez cocasse. Mais le problème pour moi, c'est que ce mécanisme n'est pas assez utilisé. Donc parfois, elle va mettre une note en bas de page pour dire oui, c'est invraisemblable, mais l'autrice a décidé que c'était comme ça, donc ce sera comme ça. Et ce genre de procédé, ça me plaisait bien. Mais après, pour moi, c'est pas assez abouti. C'est-à-dire qu'elle le fait trop peu de fois pour que ça ait un sens. Elle le fait 2-3 fois. Et du coup, je trouve que soit il fallait le faire à fond, soit de pas le faire. C'est ça qui m'a un peu gênée. Autre chose qui m'a gênée, c'est que dans ce petit village, j'ai trouvé les personnages fort caricaturaux et pas assez creusés. Moi, j'aurais voulu savoir plus de choses de ces personnages parce que du coup, je me suis attachée à personne, même pas à Violette qui fait l'enquête. On sait un peu de choses de son passé, mais il n'y avait pas assez de densité dans les personnages et ça m'a manqué, honnêtement. Je pense que le fait que les personnages soient caricaturaux, c'est fait exprès de la part de l'autrice. Mais ouais, il m'a manqué un truc et c'était trop léger pour moi à ce niveau-là. Et alors aussi, la révélation, elle va beaucoup trop vite. On nous dit, voilà, c'est cette personne qui est l'assassin. Et oui, moi je suis restée sur ma faim. Je me suis dit, oui, mais expliquez plus en détail ce qui s'est passé. Je trouve que c'est quand même ça le moment plaisir quand on lit ce genre d'histoire, c'est d'avoir tout le dénouement de l'intrigue. Ici, c'était trop expédié pour moi et donc ça m'a manqué. Donc grosso modo, c'est une lecture sympa, mais c'est pas une lecture qui va me rester en mémoire parce que il y avait des petits défauts à droite et à gauche et surtout les personnages me restent pas en mémoire, donc je pense qu'elle sera assez vite oubliée. Ensuite, j'ai lu 13 à table, donc c'est le recueil de nouvelles qui est fait pour les Restos du Cœur chaque année. Et il y a beaucoup d'écrivains français qui s'engagent. Ici, il y a 15 nouvelles. Non, il y a 15 écrivains, mais il y a 14 nouvelles parce qu'il y a une nouvelle qui est écrite à 4 mains. C'est compliqué de vous parler de ce genre de recueil de nouvelles parce que on est sensible à certaines plumes, à certaines histoires, à certains personnages. Et surtout, c'est tellement court que parfois, moi, il y a certaines nouvelles sur lesquelles j'ai pas d'avis. C'était tellement court. J'en pense rien. Le thème, c'était le premier amour et ça a été abordé de manière extrêmement différente par les auteurs. Il y a une nouvelle dont je vais me rappeler très longtemps, je pense, c'est celle de Jean-Paul Dubois, donc qui a gagné le prix Goncourt en 2019, si je ne dis pas de bêtises, qui a pris un parti vraiment différent et alors j'ai pleuré avec cette nouvelle. Et je ne pensais pas que c'était possible de me faire pleurer en 15 pages, mais il a réussi. Donc c'est vrai que ça donne envie de découvrir d'autres de ses romans. Comme d'habitude, j'ai adoré la nouvelle de Leila Slimani, j'ai aimé celle d'Agnès Martin-Lugan, celle de Philippe Besson et celle de Franck Tillier. C'est les noms qui me restent en tête. Et voilà, grosso modo, j'ai pas plus de choses à vous en dire. C'est des petites nouvelles. C'est pour une bonne cause, donc moi je l'achète chaque année et je le lis chaque année avec plaisir. Là, je l'ai lu en lecture commune avec ma maman et ma sœur et ce qu'on a fait, c'est qu'on a chaque fois lu une nouvelle par jour et je trouve que ça c'est bien parce que les autres années, je lisais le recueil d'un coup et il y a quelque chose d'un peu indigeste à faire ça. Là, une nouvelle par jour, c'était vraiment un rythme nickel. Et on va terminer avec mon énorme coup de cœur de ce début d'année. Alors, c'est le premier coup de cœur de l'année, mais surtout, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça. Et c'est Le Paradis Blanc de Christine Hanna. J'en ai déjà parlé sur Instagram. Mon propos était un peu confus et peu structuré. J'ai peur que ce soit la même chose ici. Autant, je trouve pas ça super difficile de dire ce que j'ai pas aimé dans un livre, mais alors dire ce que j'ai aimé, je trouve ça hyper dur. Et j'ai toujours l'impression que je ne rends pas justice au livre que j'ai aimé parce que il y a tellement de choses qui me viennent à l'esprit et je sais pas comment les exprimer, mais je vais essayer d'être claire, structurée et de vous donner envie de le lire parce que j'ai vraiment envie de vous donner envie de lire Le Paradis Blanc de Christine Hanna parce que autant parfois j'ai certains coups de cœur que j'ai plus de mal à conseiller parce que je sais qu'ils plairont pas à tout le monde, autant celui-ci je pense que il peut plaire à un très très large public. Pour vous replacer dans le contexte, on est dans les années 70 aux États-Unis avec une jeune adolescente qui s'appelle Lenny. Lenny, elle vit avec ses parents, elle est fille unique. Elle a 13-14 ans quand l'histoire commence. Et elle a une bonne relation avec ses parents, seulement son père a fait la guerre du Vietnam et depuis qu'il est rentré, il est totalement différent. Il fait des cauchemars, il est assez révolté, il est vraiment changé. Et Lenny, elle s'en rappelle pas tellement de lui avant la guerre du Vietnam parce qu'elle était petite. Et donc elle voit ce père complètement meurtri, complètement blessé par la guerre, qui est revenu et qui déteste la société américaine, qui déteste la ville où ils vivent et qui détestent leur mode de vie. Il passe de petit boulot en petit boulot, il se fait virer, enfin bref, rien ne va. Et un jour, il hérite d'une maison, d'un chalet en Alaska parce que un de ses amis morts pendant la guerre lui a légué ce chalet et il embarque femme et enfants et ils partent vivre en Alaska alors qu'ils sont pas du tout préparés, alors que
ils viennent d'un monde très civilisé et qui vont arriver en Alaska où la nature prime et où le mode de vie est totalement différent. Mais Lenny et sa mère le suivent sans souci parce qu'elles l'aiment tellement que elles se disent allez, là maintenant ça va marcher, ça va aller, il va être épanoui, il va être bien et on va pouvoir avancer dans la vie. Ils arrivent en Alaska au printemps dans ce petit chalet, les paysages sont à couper le souffle, c'est magnifique, ils sont super heureux. Au printemps et en été, les journées durent super longtemps, tout se passe bien. Mais on leur dit tout le temps attention, l'hiver arrive. On leur dit aussi en hiver, vous avez droit à une erreur, vous n'avez pas droit à 2 erreurs. C'est-à-dire que si tu fais 2 erreurs, tu meurs. Chaque année, il y a des gens qui meurent pendant l'hiver en Alaska, c'est dangereux. Et donc au printemps et en été, ils mettent tout en œuvre pour se préparer à cet hiver, ils apprennent à chasser, etc., etc. Vous avez l'impression que je vous raconte beaucoup de choses, en fait c'est juste la base de cette histoire qui fait plus de 600 pages. Et l'hiver arrive. Et je m'arrête là. Ce roman, ça a été incroyable pour moi. En fait, je suis directement entrée en empathie avec le personnage de Lenny, alors que j'avais un peu peur que cette héroïne soit une adolescente, j'avais peur de ne pas me sentir proche d'elle. En fait, elle m'a prise par la main et je ne l'ai plus lâchée de tout le roman. Il y a plein de choses que j'ai adorées dans cette histoire. La première chose, et c'est quelque chose qui est tellement primordial pour moi que ça a beaucoup compté, c'est que j'ai ressenti énormément d'émotions. Alors des émotions hyper diverses. Il y a vraiment eu plusieurs émotions qui se sont chevauchées, qui se sont parfois même opposées, mais j'ai ressenti toutes les émotions avec Lenny, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir vécu les choses en même temps qu'elle, et d'avoir ressenti les choses en même temps qu'elle quand elle était stressée. Je vous jure que j'avais une boule au ventre, et j'étais super stressée, et je me disais, allez, il faut que j'aille à la page suivante. Quand elle était triste, je ressentais de la tristesse, quand elle était heureuse, j'étais heureuse aussi, et en fait, j'ai tout absorbé comme une éponge en lisant ce roman, et ça m'arrive quand même pas souvent. J'ai lu les 140 dernières pages en une matinée, et alors là, j'ai dit à mon copain, ne me parle plus, on ne se parle pas, laisse-moi finir mon livre. Et parfois, il passait près de moi et il me voyait. Alors, il valait mieux pas me voir dans cet état. Je pleurais, mais un truc de fou. Le reproche que certains pourraient faire à ce roman, c'est que la fin est un peu tire-larme. Je l'ai ressenti, mais c'est pas grave. Ça a marché sur moi. Oui, la fin, elle est un peu faite pour faire pleurer. Eh ben, tant pis, ça a fonctionné. Mais à part ça, je vois aucun reproche qu'on pourrait faire à ce roman. Il fait plus de 600 pages et il vous embarque dans une aventure, vous ne pouvez pas le lâcher. Vous allez être au cœur de l'Alaska et la nature, elle est aussi belle que terrifiante. La nature, elle vous offre des spectacles incroyables qui sont très bien décrits par Christine Hanna et en même temps, vous savez qu'elle peut vous tuer en 5 minutes. En faisant juste pas attention, vous pouvez mourir. Les personnages aussi sont tellement convaincants. On arrive dans cette petite ville d'Alaska et on va rencontrer tous les protagonistes et ils sont tous creusés, intéressants, pertinents. Il y a certains personnages qui vont nous agacer parfois, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement juste. Il y a des personnages qui sont sombres, évidemment, mais ils sont tellement bien dressés, tellement bien dépeints. Moi, j'ai adoré les personnages de cette histoire. De toute façon, je pense que je ne peux pas avoir un tel coup de cœur sans aimer les personnages. Ça me paraît impossible. J'ai adoré aussi plonger en Amérique dans les années 70. J'ai trouvé que c'était super bien fait. On a quelques infos historiques, par exemple les enlèvements des jeunes filles par Ted Bundy dans les années 70. On a quelques éléments comme ça, mais c'est jamais trop. On se dit jamais bon, ça on s'en fiche un peu, on nous raconte plein de trucs historiques pour nous raconter des trucs historiques. Non, on nous plante bien le contexte politique et autres, mais sans que ça nous gonfle. Et de toute manière, ça a une importance dans l'histoire. En gros, c'est un récit de vie, parce qu'on va suivre Lenny sur plusieurs années. On va suivre sa vie. Et il y a plein de moments très sombres. Je préfère vous prévenir, le roman n'est pas hyper joyeux, mais je pense que vous l'avez compris avec le résumé que je vous ai fait. Mais parfois, vous avez des pointes de lumière, et c'est magnifique. Et après, vous replongez dans l'horreur, et c'est magnifique aussi. C'est plein de violence, c'est plein de dureté, c'est plein de joie en même temps, et plein d'amour. Enfin, c'est tellement contrasté et tellement bien fait. Moi, je suis restée estomaquée face à ce livre et c'est comme si j'avais été envoûtée. Et pourtant j'ai dû le lire étalé sur une semaine parce que j'avais plein de boulot. Ça n'a jamais entaché ma lecture parce que chaque fois j'étais tellement contente d'y revenir et de me dire oui, je vais retrouver Lenny, je retourne en Alaska. Et même si c'est dur, c'est pas non plus glauque au point de My Absolute Darling par exemple. Et à la fin, j'ai eu ce sentiment magnifique qui fait que je comprends que c'est un coup de cœur. C'est que j'avais envie de tourner les pages à toute vitesse parce que j'avais envie de finir.
mais à la fois, j'avais pas envie d'en louper une miette et j'avais peur que ça se finisse parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lire après ça? Qu'est-ce que je peux lire? Qu'est-ce qui sera à la hauteur après ça? Parce que j'ai adoré ce roman. Je sais pas si je vous l'ai bien vendu, je sais pas si j'en ai bien parlé, peut-être qu'au montage je vais me dire mais t'as vraiment foiré, c'est nul. J'ai fait mon possible pour vous donner envie de le lire et j'ai essayé de vous livrer mes émotions, mais comme je vous dis, j'ai du mal à être structurée pour des romans que j'aime tellement. En tout cas, je pense que ça peut plaire vraiment à beaucoup de gens et qu'il faut pas avoir peur du fait que ce soit un petit pavé, ça se lit très très bien. Si vous avez lu Le Chant du Rossignol de Christine Hanna, je trouve que ça n'a rien à voir. Je trouve que c'est vraiment différent et on est dans quelque chose de plus sombre et de plus dur, mais c'est magnifique. Honnêtement, j'ai adoré. Et sur ces bonnes paroles, je vais terminer ici cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, si votre avis se rapproche du mien ou pas du tout. On est tout à fait là pour discuter, donc je suis tout à fait ouverte à la discussion. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!